Merci beaucoup de m'avoir invité au congrès en honneur de Bernard. Malheureusement, il est parti, mais bon, aussi j'aimerais remercier aux organisateurs pour l'excellent travail qu'ils ont fait vraiment. Donc, je suis très contente. Et voilà. Bon, ça c'est un travail qu'on a fait avec Federico Castillo de l'Université catholique de Chili, avec Daniel Duarte de la UNAM et Álvaro Liendo de l'Université de Talca. Et, bon, grosso modo, on a trouvé des contre-exemples en dimension plus grande que 4 au problème de la modification de Nash et la modification de Nash normalisée. Donc, je vais parler un petit peu de quoi il s'agit. Selon l'histoire que je connais, après que Hironaka a démontré le théorème de résolution de singularité en caractéristique 0, Nash a demandé à Hironaka s'il était possible de résoudre les singularités des variétés algébriques en faisant une suite d'éclatements qui séparent les limites d'espace tangente. Par exemple, ici, on va un joli exemple. On a la droite rouge et la droite bleue, qui sont des limites de droite tangente. Et on voit ici l'éclatement à l'origine. Et on voit bien que la droite rouge est séparée de la droite bleue. Et donc, ça, c'est une idée très intuitive de comment résoudre la singularité. Donc, et aussi, on peut dire que c'est un méthode canonique. Donc, c'était une bonne question, essayer de voir si on pouvait résoudre les singularités comme ça. Et ça, on l'appelle le problème de Nash, la modification de Nash. Mais, cependant, la même question a été posée dans les années 50, par exemple. Si on lit la partie qui est remarquée là, c'est exactement la même question. Donc, vraiment, c'est une question assez naturelle. Bon, c'est quoi la modification de Nash? On prend la partie régulière de la variété, et comment se fait ça? Voilà, là, la partie régulière. Ici, on a l'espace tangent au point X. On a l'application de Gauss, ça c'est le Grassmannian. Voilà. Et donc, on a un diagramme et on considère l'adhérence du graphe de l'application de Gauss. Et voilà, ici, on a l'application de la modification de Nash. Et la question, bon, aussi, ça c'est pour le cas de variétés affines. Mais en recollant la variété, on peut considérer la modification de Nash pour toutes les variétés. Et aussi, ça nous donne l'idée que la modification de Nash, c'est quelque chose de local. Bon, la question, le problème de la modification de Nash, si on fait une itération de la modification de Nash, si on arrive à résoudre les singularités. Aussi, il y a une variante du problème qu'on appelle la modification de Nash normalisée. C'est-à-dire la modification de Nash suivie d'une normalisation. Et la question, c'est exactement pareil. Donc là, on va appeler le problème de la modification de Nash, et ici, le problème de la modification de Nash normalisée. Voilà. Et bon, quelques résultats positifs en caractéristique 0. Le cas de courbes, il y a plusieurs travaux, mais bon, j'écris quelques-unes parce que la feuille est petite. Donc, on a le cas de courbes de Noville, les années 75, Rebasso pour ce type de surface. C'est un travail très intéressant, mais c'est incompréhensible. Mais c'est très intéressant. Et González Spinberg, dans les années 67 et 82, avec les problèmes de Nash normalisés, a prouvé que la réponse est affirmative.
Hironaka a fait une réduction dans les cas de surface, dans les problèmes de Nash et le problème de modification de Nash normalisée, a prouvé que si on prend une surface singulière normale, on obtient une surface de type sandwich. Et après le travail de thèse de Marc, il a montré que la réponse affirmative pour les singularités sandwich, c'est-à-dire qu'avec la 2, 4 et 5, on a la réponse affirmative pour Nash normalisé pour les cas de surface. Donc, bon, une chose que Pedro il a parlé ça hier, on peut décrire, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire décrire? Ça veut dire que dans les cas de variété torique, la modification de Nash, on peut la voir comme l'éclatement de l'idéal jacobien logarithmique. Donc, ça colle bien avec le nom de la conférence, logarithmique. Et donc, mais dans le premier travail de González Strindberg, il a, de façon implicite, il a parlé de ça. Après des années, Monique Lejean et Anna Reguera, ils ont fait une description explicite de ça dans le cas de surface torique normale. Et après, Pedro, et avec Tessier, et aussi de façon indépendante avec Gregory et Milman, ils ont étudié le cas de variété générale, torique générale. Et dans le cas de caractéristiques P, Daniel, Jacques et Luis, ils ont introduit l'idéal jacobien logarithmique module P pour étudier le cas de caractéristiques positives. Donc, ça c'est une description qu'après je vais parler, je vais donner plus de détails après, mais qu'on a besoin dans cet exposé. D'accord. Si bien je vais parler plutôt du cas de caractéristiques 0, j'ai besoin de quelques détails de caractéristiques positives pour pouvoir dire de où on a trouvé les contre-exemples, à peu près. Donc, il y a un Noville dans les années 75. Après, il y a une démonstration de Bernard des années 76, qui est plutôt plus algébrique, et a démontré que dans le cas de variété, en caractéristique 0, la modification de Nash est un isomorphisme si seulement si X est lisse. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que la modification de Nash fait quelque chose. C'est très important. Donc, mais ça, c'est faux en caractéristique positive. Par exemple, le typique exemple, on prend sa courbe en caractéristique P, on fait la modification de Nash ici, et ici on voit bien que ça c'est pareil que considérer l'éclatement de la courbe avec centre l'idéal I. Mais en caractéristique P, l'idéal est principal. Donc, ça c'est un isomorphisme. Donc, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Donc, mais le problème d'ici, c'est que la courbe, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une courbe normale. Donc, si on impose la condition que la variété soit normale, on retrouve les mêmes résultats de Noville. Ça veut dire que dans les cas de caractéristiques positives, la modification de Nash est un isomorphisme si seulement si X est lisse. Ça, c'est un travail de Luis et de Daniel.
Donc, ça veut dire que dans les cas de caractéristiques positives, c'est naturel de considérer la modification de Nash normalisée et pas la modification de Nash. Et bon, et ça, j'ai mis ça pour pouvoir dire pourquoi, comment on a retrouvé, comment on a trouvé les contre-exemples. Daniel, avec Jacques et Louis, ils ont démontré que dans les cas de surface torique, et en caractéristique quelconque, arbitraire, la modification des Nash en réponse, Nash normalisé en réponse affirmative. Ça, c'était un résultat connu par González et Primberg en 1977. Et vraiment, les choses qui sont prouvées, eux, c'était que la modification des Nash dans le cas de surface torique, Nash normalisé dans le cas de surface torique, c'est indépendant de la caractéristique du corps. Dans le cas de surface, qu'est-ce que ça veut dire faire une modification? C'est faire une subdivision d'un cône. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que c'est indépendant de la caractéristique? C'est que la subdivision, ça ne dépend pas de la caractéristique. Et donc, comme on connaissait les résultats de González et Primberg, on a le résultat pour caractéristiques arbitraires. Et donc, avec Daniel, on était en train de travailler sur ça, en essayant de... Parce que ça, c'est faux en dimension plus grande. Dans le cône de dimension 3, on trouve des exemples où la modification de Nash dépend de la caractéristique. Et donc, on avait introduit des conditions où on pouvait assurer que la modification de Nash ne dépend pas de la caractéristique du corps. Mais on n'avait pas d'exemples. L'unique exemple qu'on avait, c'était les surfaces. Et donc, on a commencé à étudier des exemples. Et tous les exemples intéressants, c'était en dimension 4. Et donc, on a fait beaucoup de calculs. Et bon, et on a retrouvé les contre-exemples. Et bon, voilà, c'est ça le théorème. Je vais expliquer à peu près ce que ça veut dire. Oui. Et je vais expliquer ce que ça veut dire ça. Et dans le cas de caractéristiques positives, c'est presque la même chose, sauf qu'on considère Nash normalisé. Et il y a un cas spécial, le cas de caractéristique 3. Ici, mais je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça. Par exemple, on a la variété X. Ici, on a la variété X. Et on a ici la modification de Nash. Et la partie A du théorème dit qu'il y a un ouvert affine dans la modification de Nash qui est isomorphe à la variété X. Donc, c'est ça la chose qui dit dans la première partie du théorème. Et voilà, si on fait maintenant une suite de modifications de Nash, la modification de Nash, c'est quelque chose local. Et faire 2 fois la modification de Nash, ici on va retrouver la modification de Nash de X, et dans la modification de Nash de X, il y a X. Et donc, on commence avec les procès, et toujours, on va pouvoir mettre X dans la modification de Nash, dans toutes les itérations. Donc, ça veut dire que ça ne s'arrête jamais, toujours va avoir des singularités. Dans le cas des caractéristiques 3, attends, il faut que je dise quelque chose. Il faut dire quelque chose d'important ici du théorème, c'est que X est une variété normale. X est une variété normale. D'accord? Donc, qu'est-ce que si on considère la normalisation de l'espace de
de la modification de Nash. Comme ça c'est X est normal, on retrouve aussi un ouvert isomorphe à X dans la normalisation. Et donc, on obtient la même chose qu'ici, mais avec de normalisation. Et donc, l'exemple que je vais montrer, c'est un contre-exemple pour le cas de Nash normalisé et pas normalisé. Dans le cas de caractéristiques positives, différentes de 3, on a exactement la même chose. Et dans le cas de caractéristiques 3, la chose qu'on a trouvée, c'est un exemple qu'il faut faire du Nash normalisé. Mais bon. Mais je vais parler que de ça, du premier cas. Parce que les autres sont exactement pareils. Voilà. Ça, c'est un résultat bien connu. Quand on considère la modification de Nash, et on considère la variété X fois l'espace affine, la modification de Nash de X fois l'espace affine et la modification de Nash de X fois l'espace affine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on trouve un contre-exemple en dimension 3, 4, on trouve un contre-exemple en dimension 5, 6, dans toutes les dimensions. Parce que ça, c'est la modification de Nash du produit. Voilà. Et donc, on va montrer de façon explicite les contre-exemples. Caractéristique 0. Bon, il faut mettre un peu de notation. Ici, on a les typiques notations. Un semi-groupe. Un semi-groupe dans un réseau. Les cônes associés au semi-groupe. On va dire que S est saturé si S est obtenu comme l'intersection du cône avec le semi-groupe. Avec les réseaux, pardon. Et on va dire que ça c'est S est fortement convexe si le cône est fortement convexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace vectoriel de dimension positive dans les cônes. Et HS, c'est la base de Hilbert de S, c'est-à-dire le système générateur minimal du semi-groupe. KDS, c'est l'algèbre associée au semi-groupe. Et ici, la variété affine associée au semi-groupe. Donc, ça, c'est un peu de notation. Si on prend la base de Hilbert de S, il y a un sous-ensemble de D éléments, parce qu'on est en dimension D. On va noter comme ça la matrice associée au vecteur. Ici, les colonnes de la matrice sont les vecteurs. Ici, c'est l'idéal jacobien logarithmique. Donc, on prend les caractères, on fait la somme sur des éléments de la base de Hilbert, avec la propriété que les déterminantes est différente de 0. Et, bon, Pedro avec Bernard et Grigoriev et Milman, indépendamment, ils ont prouvé que la modification de Nash est l'éclatement avec centre idéal I. Et ça, c'est important parce que comme ça, on peut décrire un recouvrement avec des cartes affines de la modification de Nash. Voilà. On considère des éléments avec des déterminants différents de 0. Ça, c'est l'ensemble A. Oui. Je vais réécrire comme ça A jusqu'à D parce que c'est plus simple. Et on définit l'ensemble JA de HI. Ici, on a la différence entre H et HI de tous les éléments qui sont en dehors de A, qui appartiennent à la base de Hilbert,
tel que le déterminante, comme ça, est différent de 0. C'est-à-dire, ici, on efface le HI, pardon, on ajoute H, et on voit si le déterminant est différent de 0. C'est comme ça l'ensemble JAHA, HI. Et donc, JA, c'est la union de tous les éléments comme ça. Ici, c'est exactement les éléments qu'on retrouve dans la base de Hilbert. Et dans le cas que, et donc on peut définir un semigroupe, SA, c'est le semigroupe engendré par cet ensemble. Et donc, la XSA, quand le déterminant est différent de 0 et SA est fortement convexe, on obtient un recouvrement par des cartes fines de la modification de Nash. Et voilà. C'est un peu de notation. Je vais expliquer ça avec un exemple. Voilà. Et ici, c'est le contre-exemple, en caractéristique 0. Vous voyez, c'est rien de méchant. On a 6 vecteurs en dimension 4. Et donc, on considère les cônes engendrés par les colonnes. Et les semi-groupes obtenus par l'intersection du cône avec le réseau. Donc, S, c'est fortement convexe, et S est aussi saturé. Ça veut dire que la variété torique qu'on obtient est normale. Voilà. Ici, il y a un exemple d'une section, en dimension 2. Par exemple, ici, on a un cône, on prend une section, et sur la section, on peut écrire les points de la base de Hilbert. Même s'ils ne sont pas ici dans les dessins, ce n'est pas grave, parce qu'on considère comment ça s'appelle, rayon, considère le rayon, et on a le vecteur là, on considère le rayon là, on a un vecteur là, et l'autre ici. Donc, quand on considère une section, on peut réécrire l'information de la base de Hilbert sur la section. Bon, si on prend notre exemple, donné par ce vecteur, et on fait la section, les choses qu'on obtient, c'est un octaédron. Où les vecteurs H1 jusqu'à H6, H1 et H6, on les retrouve comme sommet de octaédron. Mais ils ne sont pas là-bas, il manque quelque chose pour être la base de Hilbert. Bon, et on peut prouver que la base de Hilbert, il faut l'ajouter à un vecteur H7, celui-là, avec là. Et ici, de façon explicite. Donc, on a exactement la base de Hilbert pour cet exemple. C'est-à-dire, la base de Hilbert, c'est assez simple. Il n'y a que des vecteurs extrémales plus un vecteur. Et maintenant, on va choisir les vecteurs H1, H2, H3 et H5. Après, on s'est rendu compte qu'on a dû écrire H5 comme H4, mais bon. Mais voilà. Mais il a raison, parce qu'on choisit H1, H2, H3 et H5. Si on fait les calculs, on obtient que le déterminant est différent de 0. Et donc l'ensemble A qu'on va considérer, c'est H1, H2, H3 et H5. Il faut calculer JA. Il faut calculer JA. Donc, si on prend la base Hilbert moins l'ensemble A, on obtient H4, H6 et H7. Et si on regarde JA de HA, c'est la différence entre H moins HA
ou H4, H6 ou H7, tel que le déterminant est différent de 0. Et ici, on a les calculs. Et comme on obtient que tous les déterminants sont différents de 0, on a l'ensemble complet là. Dans le deuxième cas, par exemple, ici, on a un déterminant égal à 0, donc ça ne rentre pas dans l'ensemble. Et c'est comme ça qu'on peut faire l'ensemble JA. Voilà. Donc c'est là. Et on va noter, on rappelle ça, que SA, c'est le semi-groupe engendré par JA. Donc, JA s'engendre dans les SA, mais ce n'est pas la base de Hilbert. En fait, on peut prendre l'ensemble H, donné par ces 7 vecteurs, et on peut voir que tous les autres qui sont dans l'ensemble ça, qui n'appartiennent pas à H, on peut les réécrire comme ça, de façon explicite. H4, on peut l'écrire comme H4 moins H3 plus H3. Et bon, par exemple, H4 moins H1, on peut l'écrire comme ça. Donc, on peut effacer tout ça de la liste et on reste avec l'ensemble H. Et donc, le H aussi va engendrer SA, le semi-groupe SA. Voilà. Et si on réécrit la matrice associée à ça, on obtient ces matrices-là. La matrice VA. C'est rien méchant non plus. Et voilà. Si on considère la matrice unitaire, ça c'est un isomorphisme de réseau. Oui. Et on peut montrer que ça établit une bijection entre la base de Hilbert de S et H. C'est qu'un calcul. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une bijection avec données comme ça, avec la matrice U? Ça veut dire que les semi-groupes sont isomorphes. Et comme les semi-groupes sont isomorphes, les variétés théoriques sont isomorphes. Et voilà. Et on a l'ouvert qu'on a parlé d'abord. Et bon, l'exemple, c'est très simple. On voit bien que ça marche. On peut faire les calculs à la main. C'est algèbre linéaire. Et donc, après, on s'est dit que peut-être que ça arrivait tout le temps. Et on a, depuis octobre, on a implémenté ça avec les ordinateurs, parce que Álvaro et Federico, ils sont très forts avec les ordinateurs, ils ont fait des logiciels, et depuis octobre, la machine est en train de tourner, et l'unique contre-exemple que je retrouve, c'est ça. Peut-être, parfois, arrive que ça n'arrête pas. Mais bon, on ne sait pas. Mais aussi, parfois, c'est possible que les contre-exemples, on les retrouve avec des bases de Hilbert très grandes. Mais avec une base de Hilbert petite comme ça, ça fait des mois que l'ordinateur fait des calculs et rien. Mais honnêtement, ce n'est pas faux si je dis qu'on a calculé plus de 100 000 cônes. 100 000 cônes, semi-groupes. Avec les ordinateurs, maintenant, en train de marcher avec 3 ordinateurs en même temps. Mais par contre, dimension 5, on a trouvé 5 familles, 5 types de cônes différentes. En dimension 3, on n'a pas cet exemple. C'est le même phénomène qui arrive en dimension 5. On ne sait pas. Justement, c'est ça la chose que je voulais dire maintenant. Et je crois que 90% des questions que vous pouvez me poser par rapport, la réponse va être « je ne sais pas ». Parce que vraiment, c'est un phénomène qu'il faut étudier. Je crois que c'est un exemple qu'il faut bien comprendre pourquoi ça marche. Peut-être que ça va donner des idées pour pouvoir attaquer les problèmes en dimension 3. Parce qu'encore, le problème est ouvert en dimension 3.
de Nash normalisé ou pas normalisé. Pardon? Ouf, ça dépend. Peut-être que la question que tu me poses, je veux dire que ça appartient à 90%. Je sais pas. Non, mais vraiment, parce que c'est pas méchant. Hein? C'est pas quelque chose. C'est un exemple assez simple. Vous avez réussi à formuler une propriété géométrique que dès qu'on la trouve, ça y est, ça ne peut pas se résoudre. Ça appartient à 90% des questions. Non, mais justement c'est ça. On aimerait bien pouvoir comprendre bien l'exemple pour vraiment pouvoir trouver une réponse géométrique, quelque chose de géométrique. Mais on vient d'obtenir ça en octobre. Donc on n'a pas eu assez de temps pour pouvoir... en fait, par exemple, les singularités, c'est 3 plans de dimension 2 qui s'intersectent dans un point. C'est ça la singularité. Et si on regarde le problème dual, c'est-à-dire on regarde les semi-groupes associés au cône duel, et comme c'était la variété torique duel, on arrive à résoudre dans 3 éclatements de Nash, la singularité. Donc c'est vraiment rare. Donc, quelle chose reste ouverte par rapport au problème? En général, les Nash sont normalisés, dimension 2, dimension 3. V, le cas de Nash normalisé pour dimension 3. Et pour le cas de variété torique caractéristique positive, en dimension 2 et dimension 3. Sauf dans le cas de quand on considère des variétés toriques, parce que ça, c'est la chose qu'a fait Daniel. Donc, ça, c'est à peu près la question qui manque pour pouvoir finir le problème de la modification de Nash. Et voilà, c'est tout. Just one comment with respect to your example. We can compare it with the approach using monomial evaluations, or in the case of toric varieties. And what it shows is that there is a monomial valuation defined by a vector with coordinates which are irrational, linearly independent over the rationals, so an irrational vector. And if you follow the Nash modification using this valuation, you choose one chart, which is exactly the chart that you show. And so this is always the same chart, and it's the same variety. And so this particular monomial valuation does not have local uniformization following the Nash modification. Ça, c'est une bonne question, mais ça appartient à 90% de... Non, mais en tout cas, après, je vais te poser bien la question pour voir si on peut faire les calculs. Thank you very much.